Les montagnes blanches. Premier tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Postlaniec. Chapitre 5. La cité des anciens. Nous avons marché toute la nuit et parcouru 15 ou 20 kilomètres avant de nous arrêter pour nous reposer et manger, alors que l'aube estivale naissait à l'horizon. Pendant cette pause, Beanpole nous a dit pourquoi les hommes de la taverne s'étaient précipités sur nous la veille. Des garçons du coin avaient abîmé les bateaux en cale sèche, et les marins avaient cru que nous étions les coupables. Un coup de malchance, même si ça s'était bien terminé. Il nous a aussi parlé de lui. Ses parents étaient morts quand il était bébé, et c'était son oncle et sa tante qui tenaient la taverne. Ils semblaient s'être très bien occupés de lui, mais d'une façon distante, sans beaucoup d'affection, ou du moins un peu démonstrative. J'eus l'impression qu'ils avaient peut-être un peu peur de lui. Ce n'est pas aussi sot qu'il y paraît, mais il y avait une chose marquante chez lui. Il avait une capacité intellectuelle absolument formidable. Le fait qu'il parlait anglais, par exemple. Il avait trouvé un vieux livre donnant des indications sur cette langue et avait appris seul. Et aussi le dispositif sur son nez. Sa vue était mauvaise. Et il avait déduit que, puisque les longues vues aidaient les marins à voir au loin, un verre devant chaque œil pourrait lui permettre de voir mieux. Il avait fait des essais avec des lentilles jusqu'à ce qu'il en trouve qui lui conviennent. Il avait aussi essayé bien d'autres choses, avec moins de succès, mais on voyait comment ça aurait pu fonctionner. Il avait remarqué que l'air chaud montait, et il avait empli une vessie de porc de vapeur d'eau bouillante, et vu qu'elle montait au plafond. Il avait alors tenté de faire un ballon avec de la toile cirée, et de le fixer sur un support avec un brasero sous l'ouverture, espérant qu'il s'élèverait vers le ciel. Mais rien ne s'était produit. Une autre idée qui n'avait pas réussi fut de mettre des ressorts au bout des chasses. Il s'était cassé une jambe l'année précédente en faisant un essai. Récemment, il s'était senti de plus en plus mal à l'aise à l'idée d'être coiffé, devinant justement que cela mettrait fin à ses inventions. Je compris qu'il n'y avait pas que Jack, moi et Henry qui avions des doutes à propos des cérémonies. Tout le monde certainement en éprouvait, mais comme les adultes étaient tous du côté des tripodes, personne n'osait le dire. Beanpole nous a dit que son idée de ballon était venue de ceci, un songe où il se voyait dériver dans le ciel vers des pays inconnus, peut-être pour en trouver un où il n'y aurait pas de tripodes. Il s'était intéressé à nous parce qu'il avait deviné que nous venions du nord de la mer et qu'on disait les tripodes moins nombreux là-bas. Nous sommes arrivés à un carrefour peu de temps après avoir repris notre voyage, et j'ai mesuré une fois encore la chance de l'avoir trouvé. J'aurais choisi la route vers le sud, mais il a opté pour l'ouest, à cause de ce qu'il dit ressembler à chemin de fer. « Je ne connais pas votre mot pour cela. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Henry. « C'est trop difficile à expliquer, je crois. Vous verrez. » Le chemin de fer commençait en ville, mais nous l'avons longé jusqu'à une petite colline surmontée de ruines du côté sud. De là-haut, nous voyions une voie sur laquelle se trouvaient 2 lignes droites parallèles, brillantes au soleil, qui partaient de la ville et disparaissaient au loin. Au bout de la ville, il y avait un espace libre, où une demi-douzaine d'engins ressemblant à de grandes boîtes sur roues étaient reliés entre eux. Pendant que nous les regardions, une douzaine de chevaux furent harnachés par paires et attelés aux boîtes les plus proches. Un homme était monté sur la paire de tête et un autre sur la seconde. À un signal, les chevaux avancèrent en entraînant les boîtes, lentement d'abord, puis plus rapidement. Alors qu'ils allaient assez vite, les 8 chevaux du devant se séparèrent et galopèrent sur le côté. Les 4 autres continuèrent à tirer les boîtes et passèrent devant notre lieu d'observation. Il y avait 5 boîtes en tout, et les 2 à l'avant avaient des ouvertures sur les côtés, et nous avons pu voir des gens assis à l'intérieur. Les autres étaient fermées. Beanpole nous expliqua qu'il fallait 12 chevaux pour mettre les roues en marche sur les lignes,
mais qu'une fois en mouvement, 4 suffisaient. Le chemin de fer emportait des marchandises et des gens vers le sud sur un long trajet. Plus de 150 kilomètres, disait-on. Cela nous épargnerait la marche à pied. J'étais d'accord, mais j'ai demandé comment nous allions monter à bord, puisque les chevaux passaient à pleine vitesse devant nous. Il avait une réponse pour cela aussi. Bien que le terrain où étaient posées les lignes parût plat, il y avait des endroits avec des côtes. En descente, le cavalier pouvait freiner les roues des boîtes. En montée, les chevaux peinaient, ce qui les forçait quelquefois à se mettre au pas pour atteindre le sommet. Nous avons suivi la voie alors libre en nous éloignant de la ville. Les lignes étaient en fer, le dessus poli par les roues au point de briller, et elles étaient fixées sur des planches massives dont la surface apparaissait par endroits sous la couche de terre. C'était un moyen de transport intelligent, mais Beanpole ne le trouvait pas satisfaisant. « La vapeur, dit-il d'un air rêveur. Ça monte, ça pousse aussi. Vous avez vu le couvercle d'une casserole se soulever? Si on faisait beaucoup de vapeur, comme une très grosse bouilloire, et qu'on pousse les voitures par derrière. Mais non, c'est impossible. » Nous avons ri en acquiesçant. Henry a dit « Ce serait comme si on soulevait en tirant sur les lacets de ses chaussures. » Beanpole hocha la tête. « Il y a un moyen, j'en suis sûr. » Trouver le meilleur endroit pour monter sur le chemin de fer s'avéra plus facile que je ne croyais. L'inclinaison était à peine visible, mais le haut de la côte était marqué par un poteau avec des bras latéraux orientés vers le bas. Des buissons proches nous fournirent une cachette. Nous attendîmes une demi-heure avant l'arrivée du suivant, mais il allait dans le mauvais sens. Je me suis interrogé sur la présence d'une seule voie à cet endroit, et j'ai découvert plus tard qu'en d'autres, elle était double, si bien que 2 chemins de fer pouvaient se croiser. Finalement, le bon apparut. Nous vîmes les chevaux ralentir du galop au trot et ensuite aller péniblement au pas. Quand les voitures avec des gens furent passées, nous nous sommes élancés et rués sur celle de queue. Beanpole était le premier, et il en escalada le flanc, puis monta sur le toit plat. À peine Henry et moi l'avions-nous rejoint, que le chemin de fer s'arrêta. Je crus que notre poids supplémentaire l'avait bloqué, mais Beanpole hocha la tête. Il me chuchota. « Ils ont atteint le sommet, les chevaux se reposent et on leur donne à boire, puis ils repartent. » Après une pause de 5 minutes, ils repartirent et prirent aussitôt de la vitesse. Il y avait une barre le long du toit qu'on pouvait tenir, et le mouvement n'était pas désagréable, mieux que de voyager dans une voiture sur une route ordinaire où l'on rencontre tout le temps des cailloux et des nids de poules. Henry et moi regardions le paysage qui défilait. Beanpole, lui, fixait le ciel. Je le soupçonnais de réfléchir encore à son idée d'utilisation de la vapeur au lieu de chevaux. C'était dommage, pensais-je, qu'avec tant d'idées en tête, il ne puisse pas apprendre à faire la différence entre les sensés et les ridicules. De temps à autre, il y avait des arrêts dans les villages. Des gens montaient ou descendaient, et on chargeait et déchargeait des marchandises. Nous nous aplatissions et restions silencieux, espérant que personne ne monterait sur le toit. Une fois, une grosse meule de pierre fut déchargée, avec beaucoup de soupirs et de jurons, juste au-dessous de nous, et je me suis rappelé quelle difficulté avait eu mon père pour faire venir une meule neuve jusqu'à Weirton. Il y avait un talus, pas très loin de notre village, qui courait tout droit pendant des kilomètres, et il me vint à l'esprit qu'un chemin de fer pourrait y être construit. Mais peut-être y en avait-il eu un, il y avait longtemps, avant les tripodes. Cette idée, comme tant d'autres récemment, me surprit. 2 fois, nous vîmes des tripodes au loin. Il me parut alors évident qu'étant plus nombreux dans ce pays, ils devaient faire beaucoup de dégâts dans les récoltes. Pas seulement dans les récoltes, me dit Beanpole. Des animaux étaient souvent tués par les grands pieds métalliques, et des gens aussi, s'ils n'étaient pas assez rapides pour les éviter. Ceci, comme tout le reste, était estimé normal, mais plus par nous. Ayant commencé à nous poser des questions, chaque doute en faisait éclore une vingtaine d'autres. Vers le soir, pendant une pause pour changer les chevaux, nous vîmes une ville au loin. Elle paraissait plus grande que celle d'où le chemin de fer était parti, et Beanpole
pensa que c'était probablement là qu'il achevait sa course. Il nous parut sage de prendre congé, ce que nous fîmes alors que les chevaux repartaient sous les ordres du cavalier. Nous descendîmes au moment où le chemin de fer prenait de la vitesse et nous regardâmes les voitures s'éloigner. Nous avions voyagé presque continuellement vers le sud-est et parcouru une distance comprise entre 80 et 150 km. Moins de 150 cependant, sinon nous aurions dû voir le repère indiqué sur la carte, les ruines de l'une des grandes cités des anciens. Nous sommes convenus de nous diriger vers le sud. Nous avons marché tant qu'il y a eu de la lumière. Il faisait encore chaud, mais des nuages étaient apparus. Nous avons cherché un abri avant que l'obscurité nous arrête, mais n'avons rien trouvé, et nous avons fini par nous installer dans un fossé à sec. Heureusement, il n'a pas plu pendant la nuit. Le matin, des nuages s'amoncelèrent encore, mais pas trop, et nous avons pris une collation de pain et de fromage avant de continuer notre route. Nous avons grimpé sur une hauteur, près d'un bois nous permettant de nous cacher en cas d'alerte. Henry y arriva le premier et s'immobilisa soudain, l'œil fixé droit devant lui. Je me suis hâté, intrigué par ce qu'il regardait. Quand je suis arrivé, je me suis arrêté aussi, étonné. Les ruines de la grande cité étaient devant nous à 2 ou 3 kilomètres. Je n'avais jamais rien vu d'aussi étendu. Elles couvraient des kilomètres de collines et de vallées. La forêt les avait envahies. Il y avait partout de la verdure mouvante et des arbres, mais partout aussi le gris, le blanc et le jaune des carcasses d'immeubles. Les arbres suivaient des lignes au milieu de tout cela, comme les artères de quelques créatures monstrueuses. Nous sommes restés silencieux jusqu'à ce que Beanpole murmure. « C'est mon peuple qui a construit cela. » Henry dit. « D'après toi, combien d'habitants vivaient là? Des milliers? Des centaines de milliers? 1 million ?» Je dis. « Il va nous falloir faire un grand tour. Je n'en vois pas la fin. »« Le tour ?» demanda Beanpole. « Mais pourquoi? Pourquoi ne pas la traverser ?» Je me rappelais Jack et son histoire d'énormes bateaux dans le port de la grande cité au sud de Winchester. Et il ne nous était pas venu à l'idée qu'il aurait pu faire plus que le regarder de loin. Personne ne s'approchait jamais des grandes cités, mais c'était une façon de penser qui nous venait des tripodes et des résilles. La suggestion de Beanpole était effrayante, puis finalement captivante. Henry dit à voix basse. « Crois-tu que nous pourrions la traverser ?»« Nous pouvons essayer, » répondit Beanpole. « Si c'est trop difficile, nous pourrons revenir. » La nature des artères devint évidente quand nous en fûmes proches. Les arbres poussaient le long de ces anciennes rues, émergeaient de cette pierre noire et dressaient leurs cimes au-dessus des canyons formés par les immeubles de chaque côté. Nous avons marché dans leur ombre fraîche, d'abord en silence. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'avais besoin de rassembler tout mon courage. Les oiseaux chantaient au-dessus de nos têtes, soulignant le silence et la désolation des profondeurs que nous traversions. Ce n'est que progressivement que nous avons commencé à nous intéresser à notre environnement et à parler, en chuchotant au début, puis plus librement. Il y avait des choses étranges, des signes de mort, bien sûr, l'éclat blanc d'un os qui avait autrefois porté de la chair. À cela, on s'attendait, mais l'un des premiers squelettes que nous avons vus était affaissé dans une cage oblongue et rouillée, bosselée au milieu, posée sur des roues de métal entourées d'une substance noire et dure. Il y avait d'autres inventions semblables, et Beanpole s'arrêta près de l'une d'elles pour regarder à l'intérieur. Il dit « Des places pour s'asseoir, et des roues. C'est donc un genre de voiture. » Henry dit « Pas possible, il n'y a pas où atteler le cheval, à moins que les brancards ne soient détruits. »« Non, » dit Beanpole. « Elles sont toutes pareilles, regarde. » Je dis. C'était peut-être des cabanes pour se reposer quand les gens étaient fatigués de marcher. « Avec des roues ?» demanda Beanpole. « Non, c'était des voitures sans chevaux, j'en suis certain. »« Poussées par l'une de tes grosses bouilloires, peut-être ?» dit Henry. Beanpole fixa l'engin et dit très sérieusement « Tu as peut-être raison. » Certains immeubles s'étaient effondrés, sous l'effet des années et des intempéries. Mais par endroits, beaucoup, parfois des rangées entières, avaient été comme aplatis, écrasés par un marteau descendu du ciel, mais un grand nombre étaient plus ou moins intacts,
et finalement, nous nous sommes risqués à pénétrer dans l'un d'eux. Manifestement, cela avait dû être un magasin, mais d'une taille énorme. Il y avait des boîtes de conserve partout, certaines encore entassées sur des étagères, mais la plupart étalées par terre. J'en ai pris une. Elle était entourée de papier avec un dessin pâli représentant des prunes. D'autres boîtes avaient aussi des dessins, des fruits, des légumes, des bols de soupe. Elles avaient convenu de la nourriture. C'était assez naturel, avec tant de gens vivant ensemble, et pas de terre à cultiver, la nourriture devait leur être apportée en boîte, tout comme ma mère mettait des produits en conserve l'été pour les utiliser l'hiver. Les boîtes étaient rouillées, percées même par endroits, laissant voir un mélange sec indéfinissable à l'intérieur. Il y avait des milliers de magasins, et nous sommes entrés dans beaucoup. Leur contenu nous étonnait. Des grandes pièces de tissu moisies montrant encore leurs couleurs et leurs motifs bizarres, des rangées de boîtes en carton tombant en poussière, pleines de chaussures de cuir pourrissant, des instruments de musique, certains familiers, mais la plupart incroyablement étranges, des corps de femmes, faits d'une drôle de substance dure, vêtus de haillons qui avaient dû être des robes, et un lieu rempli de bouteilles, que Beanpole nous dit être du vin. Il ouvrit l'une d'elles et nous y avons goûté, mais nous avons fait la grimace parce que c'était acide et gris depuis longtemps. Nous avons pris quelques objets, un couteau, une petite hache dont le tranchant était rouillé, mais qu'on pouvait aiguiser, une sorte de flacon fait d'un matériau bleu transparent, très léger, et qui serait plus commode pour transporter de l'eau que ceux donnés par le capitaine Curtis, des bougies, des choses comme cela. Mais le magasin qui me remplit d'émerveillement était plus petit. Il était coincé entre deux autres beaucoup plus grands, et devant l'habituelle vitrine brisée, il y avait une barrière de métal rouillée et déformée. J'ai cru voir la caverne d'Ali Baba. Il y avait des bagues en diamants et autres pierres précieuses serties d'or, des broches, des colliers, des bracelets, et peut-être une vingtaine de montres. J'en ai pris une. Elle était aussi en or, y compris son lourd bracelet qui s'agrandit quand j'y passais la main en écartant les doigts. Il était un peu lâche pour mon poignet, aussi l'ai-je monté plus haut sur mon bras. La montre ne fonctionnait pas, bien sûr, mais c'était une montre. Les deux autres exploraient l'autre côté de la rue. J'ai pensé les appeler, mais finalement ne l'ai pas fait. Non pas tant pour éviter qu'ils aient une montre comme la mienne, mais en souvenir de ma bagarre avec Henry pour celle de mon père, quand Jack m'avait aidé à me débarrasser de lui. Et je crois qu'il y avait aussi en moi quelque chose de moins défini, un sentiment de mécontentement. Mon inimitié pour Henry avait été rejetée à l'arrière-plan par les difficultés et les dangers rencontrés et partagés. Depuis que Beanpole s'était joint à nous, c'est avec lui que je parlais. Henry était un peu à l'écart. Je m'en étais aperçu, et, je le crains, ça ne me déplaisait pas. Ce jour-là, cependant, particulièrement depuis notre arrivée dans la grande cité, j'avais remarqué un changement. Ce n'était pas bien net. Simplement, Henry parlait davantage à Beanpole et Beanpole s'adressait plus à Henry. Insensiblement, on était parti d'une situation où Beanpole et moi faisions un peu bande à part pour arriver à une autre situation où je commençais à faire figure d'exclu. Bref, ayant découvert ce magasin avec les bijoux et les montres, je les avais laissés discuter d'une étrange machine qu'ils avaient trouvée et qui avait 4 rangées de petits boutons blancs avec des lettres inscrites sur le dessus. J'ai encore regardé la montre. Non, je n'avais pas envie de les appeler. Finalement, nous avons plus ou moins cessé de faire des incursions dans les magasins, en partie parce que notre curiosité était rassasiée, mais surtout parce que nous étions dans cette ville depuis plusieurs heures et que rien n'en annonçait le bout. Au contraire, à un endroit où il n'y avait plus qu'un grand tas d'éboulis, nous avons grimpé entre les buissons et les herbes qui le recouvraient pour découvrir à nos pieds une étendue verte et grise. Elle paraissait interminable, comme une mer mouvante ponctuée d'îlots rocheux. Mais sans la boussole, nous aurions été perdus, car le ciel s'était couvert et il n'y avait plus de soleil pour nous indiquer la direction. Quoi qu'il en soit, nous savions que nous allions toujours vers le sud et que la journée n'était pas à moitié écoulée, mais nous sentions le besoin d'aller plus vite désormais. Nous sommes arrivés dans des rues plus larges, flanquées de plus grands immeubles, vastes artères s'étendant à perte de vue. Nous nous sommes arrêtés pour manger, là où plusieurs se rencontraient. Il y avait un endroit où les arbres n'avaient pas trouvé prise
Et pour manger notre viande et les gâteaux secs que le capitaine Curtis nous avait donnés, notre pain était fini, nous nous sommes assis sur une pierre couverte de mousse. Ensuite, nous nous sommes reposés, mais Beanpole s'est levé peu après et s'est éloigné. Henry l'a suivi. Je suis resté allongé sur le dos à regarder le ciel gris et je n'ai pas répondu tout d'abord quand ils m'ont appelé. Mais Beanpole a recommencé et il paraissait très excité. Il semblait avoir trouvé quelque chose d'intéressant. C'était un grand trou, entouré sur 3 côtés par des grilles rouillées, avec des marches s'enfonçant dans l'obscurité. En haut, en face de l'entrée, il y avait une plaque métallique qui indiquait « Métro ». Beanpole dit « Ces marches, elles sont si larges que 10 personnes pourraient passer de front. Où mènent-elles » Je dis « Peu importe, si nous ne nous reposons pas, autant continuer. »« Ah, si je pouvais voir » dit Beanpole. « Pourquoi une chose pareille fut-elle construite? Un si grand tunnel ?»« On s'en moque, » dis-je en haussant les épaules. « Tu ne verrais rien en bas. »« Nous avons des bougies, » dit Henry. Je dis, mécontent, « Nous n'avons pas le temps. Il ne faut pas qu'on soit obligé de passer la nuit ici. » Ils m'ignorèrent. Henry dit à Beanpole, « Nous pourrions aller voir un peu ce que c'est ?» Beanpole approuva. Je dis, « C'est stupide !» Henry dit, « Tu n'es pas obligé de venir si tu ne veux pas. Tu peux rester à te reposer ici. » Il le dit avec indifférence, fouillant déjà dans son sac pour trouver les bougies. Il faudrait les allumer, et j'étais le seul à avoir un briquet. Mais ils étaient décidés et je compris que je ferais aussi bien de céder avec autant de bonne grâce que possible. Je dis, « Je viens avec vous, mais je pense quand même que c'est du temps perdu. » L'escalier conduisait d'abord à une grotte que nous avons explorée dans la mesure où la maigre lumière des bougies nous le permettait. Étant moins soumises aux éléments, les choses s'étaient moins détériorées ici qu'en haut. Il y avait de drôles de machines rouillées par plaques, mais sinon en bon état, et une sorte de cabane avec du verre aux fenêtres, intacte. Et il y avait des tunnels qui partaient de la grotte, certains comme celui par lequel nous étions entrés, avec des escaliers, d'autres s'enfonçant plus avant. Beanpole voulut à tout prix en explorer un, et il réussit par manque d'opposition. L'escalier était très long, et en bas, il y avait un autre petit tunnel partant à droite. Mon intérêt déjà très mince avait maintenant disparu. Tout ce que je voulais, c'était remonter à la lumière. Mais ce n'est pas moi qui allais le proposer. J'avais l'impression, de par le manque d'enthousiasme grandissant dans ses réponses aux commentaires de Beanpole, que Henry n'avait pas plus envie que moi de continuer. Peut-être moins. J'ai estimé que je pouvais le laisser intervenir avant que Beanpole n'aille trop loin. Beanpole s'engagea le long du petit tunnel qui faisait un coude, avant de se terminer par une grille à gros barreaux de fer. Elle grinça quand il la poussa. L'ayant suivi, nous fûmes étonnés par ce que nous découvrîmes alors. C'était encore un autre tunnel, mais beaucoup plus grand que les autres. Nous étions sur un quai de pierre, et le tunnel, arrondi au-dessus de nos têtes, se prolongeait au-delà des limites de notre visibilité. Ce qui nous a surtout étonnés, c'est la chose qui était là. J'ai d'abord cru que c'était une maison, une longue maison étroite de verre et de métal, et je me demandais qui aurait choisi de vivre ici, enfoncé sous terre. Puis, j'ai vu qu'elle était dans un large fossé qui courait le long du quai où nous étions, qu'il y avait des roues, et que ces roues étaient posées sur de longues barres métalliques. C'était une sorte de chemin de fer. Mais pour aller où? Ce tunnel pouvait courir sur une centaine de kilomètres comme la voie du chemin de fer, mais sous la terre, vers une cité enterrée peut-être, dont les merveilles étaient encore plus grandes que celles de la cité au-dessus. Mais comment? Nous l'avons longé et compris que cette voiture était attelée à d'autres voitures, 4, 5, 6, avons-nous compté, et au-delà de la dernière, il y avait l'ouverture d'un tunnel plus étroit où les lignes s'enfonçaient et disparaissaient. La dernière voiture avait des fenêtres à son extrémité. À l'intérieur, il y avait un siège, des leviers, des instruments. Je dis, « Y a pas où attacher les chevaux, et qui ferait courir des chevaux sous terre ?» Henry dit, « Il devait utiliser ta bouilloire à vapeur. » Beanpole regardait avec envie les étranges instruments. « Ou une chose plus merveilleuse, dit-il. » En revenant, nous avons regardé à l'intérieur des voitures. Sur le côté, il y avait des ouvertures par lesquelles on pouvait entrer. Il y avait des sièges, mais aussi un tas d'autres choses,
y compris des monceaux de boîtes de conserve comme celles que nous avions trouvées dans les magasins, mais non rouillées. L'air en bas était frais et sec, comme il devait l'être en permanence. D'autres choses que nous ne comprenions pas. Un support plein d'objets en bois terminés par des cylindres de fer, par exemple. Ils avaient des petits demi-cercles en fer sur le côté, avec un petit doigt de fer à l'intérieur. Le doigt bougeait quand on appuyait, mais rien ne se passait. « Ils transportaient donc des marchandises, dit Beanpole. Et des gens, puisqu'il y a des sièges. » Henry demanda. « Qu'est-ce que c'est ?» C'était une boîte en bois remplie de ce qui ressemblait à de gros œufs de métal, aussi gros que des œufs d'oie. Il en ramassa un et le montra à Beanpole. C'était en fer, la surface gravée de carrés, et il y avait un anneau à un bout. Henry tira, et l'anneau se détacha. Beanpole dit « Je peux voir ?» Henry lui tendit l'œuf, mais maladroitement. Il tomba avant que Beanpole puisse le prendre, roula sur le plancher jusqu'à l'ouverture et tomba dans le fossé. Henry se préparait à courir le chercher, mais Beanpole le retint par le bras. « Laisse, il y en a d'autres. » Il se penchait vers la boîte quand cela est arrivé. Il y a eu un fracas horrible sous nos pieds et la grande voiture d'acier a tremblé sous le choc. J'ai dû m'agripper à une barre pour ne pas être projeté au sol. Les échos de l'explosion résonnaient dans le tunnel comme des coups de marteau qui vont en décroissant. Henry demanda en tremblant « Qu'est-ce que c'était ?» Mais il n'y avait pas vraiment besoin qu'on le lui dise. Beanpole avait lâché sa bougie qui s'était éteinte. Il la tendit à Henry pour la rallumer. Je dis « S'il n'avait pas roulé sous la voiture ?» Il était inutile de donner des détails. Beanpole dit « Comme des pétards, mais plus puissants. À quoi ça leur servait aux anciens ?» Il prit un autre œuf. Henry dit « Je les laisserai tranquilles à ta place. » J'approuvais, bien que ne disant rien. Beanpole donna sa bougie à Henry afin de mieux regarder l'œuf. Henry dit « S'ils parlent. Ils ne sont pas partis avant. » dit Beanpole. « Ils ont été apportés ici. Je ne pense pas que les toucher fera quelque chose. L'anneau. » Il passa son doigt dedans. « Tu l'as tiré et l'œuf est tombé. Et puis un peu plus tard... » Avant que j'aie compris ce qu'il faisait, il a arraché l'anneau. Nous avons crié, Henry et moi, mais il nous a ignorés. Il est allé vers l'ouverture et a jeté l'œuf sous la voiture. Cette fois, en même temps que l'explosion, il y eut un bruit de verre brisé et un courant d'air souffla ma bougie. Je dis avec colère « Quelle idée stupide! Le plancher nous protège, » dit Beanpole. « Il n'y a pas beaucoup de risques, je pense. Nous aurions pu être coupés par des éclats de verre. Je ne crois pas. » Le problème était que Beanpole, comme j'aurais dû m'en rendre compte, n'était censé que tant que sa curiosité n'était pas sérieusement éveillée. Quand quelque chose l'intéressait, il se moquait des risques. Henry dit « On ne va pas recommencer tout de même. » Il partageait évidemment mes sentiments sur l'expérience. Beanpole dit « Ce n'est pas nécessaire. Nous savons comment ça fonctionne. J'ai compté 7 après avoir tiré sur l'anneau. » C'était agréable de sentir que je faisais à nouveau partie de la majorité, même si c'était avec Henry. Je dis « Très bien. Tu sais donc comment ça fonctionne. Qu'est-ce que ça donne ?» Beanpole ne répondit pas. Il avait trouvé un sac dans un des magasins. Le cuir était vert et moisi, mais se nettoyait assez bien. Et il prenait maintenant les œufs dans la boîte pour en remplir son sac. Je dis « Tu ne vas pas emmener ça, hein ?» Il hocha la tête. « Ils nous seront peut-être utiles. » « Pour faire quoi ?»« Je ne sais pas, mais quelque chose. » Je dis sèchement. « Il ne faut pas. Ça peut être dangereux pour nous. Il n'y a pas de danger tant qu'on ne tire pas sur l'anneau. » Il en avait mis 4 dans son sac. J'ai regardé Henry pour qu'il me soutienne, mais il a dit « Je suppose qu'ils peuvent nous rendre service. » Il en prit un et le soupesa. « C'est lourd. Je crois que je vais quand même en prendre 2. » Je n'ai pas su s'il disait cela par conviction ou pour m'ennuyer. Ça ne changeait pas grand-chose, pensais-je amèrement. J'étais à nouveau en minorité. Nous avons pris le chemin du retour par les tunnels, et je fus très content de revoir le ciel, même s'il était encore un peu plus sombre, avec des nuages plus bas et plus menaçants. Peu de temps après, notre chemin fut coupé par une rivière qui courait, claire et rapide, entre de hautes rives. De nombreux grands ponts l'avaient enjambé, mais ceux qu'on voyait étaient partiellement ou totalement détruits. Celui juste en face de nous n'était plus marqué que par une douzaine de piles en béton entourées d'eau bouillonnante. N'ayant pas le choix, nous avons suivi la rivière vers l'est. 4 ponts s'avérèrent inutilisables,
Puis la rivière se divisa. Il me sembla que ceci voulait dire que si nous continuions vers l'est, il nous faudrait trouver des ponts praticables sur 2 bras, ce qui doublait la difficulté, et que le mieux serait de revenir pour essayer dans la direction opposée. Mais Henry ne voulait pas rebrousser chemin, et Beanpole le soutint. Je ne pouvais rien faire, sinon les suivre à contre-cœur. Mon amertume ne fut pas diminuée par le fait que le pont suivant était suffisamment intact pour être traversé, bien que le parapet fût complètement détruit d'un côté, et qu'au beau milieu du pont, il y eut un trou que nous dûmes contourner avec précaution. À l'autre bout, il y avait relativement peu d'arbres, et les bâtiments étaient massifs. Puis nous sommes arrivés dans un espace libre, où nous avons vu une construction qui, même en ruine, avait une majesté qui forçait le regard. Il y avait 2 tours jumelles en façade, mais l'une d'elles était en partie écroulée. La pierre y était sculptée, ainsi que sur toute la façade, et sur les toits et aux angles, des silhouettes d'animaux monstrueux scrutaient l'air calme. C'était, j'imagine, une cathédrale, et elle paraissait encore plus grande que celle de Winchester, que j'avais toujours cru la plus grosse construction du monde. L'énorme porte de bois était ouverte, sortie de ses gonds et pourrie. Une partie du toit de la nef était effondrée, et on pouvait voir le ciel au-delà des piliers et des contreforts. Nous ne sommes pas entrés. Je pense qu'aucun de nous ne voulait déranger ce silence de désagrégation. Ce que nous avons découvert ensuite fut que nous n'avions finalement pas traversé la rivière, mais que nous étions dans une île. Les eaux, qui s'étaient séparées à l'ouest, se rejoignaient à l'est. Il nous fallait retraverser le pont. Je n'étais pas fâché de voir Henry déconfit, mais j'étais trop fatigué pour trouver que ça valait la peine de le souligner. Ce fut à cet instant que Beanpole me demanda « Qu'as-tu au bras ?» La montre avait glissé sans que je m'en aperçoive. Il me fallait la leur montrer. Henry la regarda avec envie, mais ne dit rien. Beanpole montra un intérêt plus impartial. Il me dit « J'ai vu des horloges, bien sûr, mais pas une comme celle-ci. Comment est-ce que ça marche ?»« On tourne le bouton sur le côté, dis-je, mais je ne me suis pas donné la peine de le faire, parce qu'elle est bien trop vieille. »« Mais elle marche !» Incrédule, je regardais quand même. Au-dessus des aiguilles des heures et des minutes, une 3e plus fine parcourait tout le cadran. Je portais la montre à mon oreille. Elle faisait tic-tac. Je remarquai un mot sur le dessus. Automatique. Cela avait l'air magique, mais ça n'était pas cela. C'était encore une merveille des anciens. Nous étions tout éberlués. Beanpole dit « Ces arbres, certains ont 100 ans, je crois. Et pourtant, elles fonctionnent. » Quels hommes c'étaient! Nous avons enfin réussi à traverser la rivière, 800 mètres plus loin. Mais rien n'annonçait la limite de la cité. Son étendue, qui nous avait d'abord stupéfiés, puis émerveillés et intrigués, devenait épuisante. Nous avons vu beaucoup de grands immeubles, y compris un plus haut que la cathédrale. Un côté effondré nous permit de constater qu'il s'agissait d'un magasin ou d'une série de magasins jusqu'au toit, mais aucun de nous n'a eu envie de les explorer. Nous avons vu d'autres tunnels aussi, avec métro inscrit dessus. Beanpole a conclu que c'était probablement des endroits où les gens allaient prendre le chemin de fer souterrain, et je suppose qu'il avait raison. Nous commencions à tirer la jambe. Le jour baissait, et nous étions très fatigués. Quand nous avons pris notre repas du soir, réduit parce que la nourriture devenait rare et qu'il n'y avait pas moyen de s'en procurer, il était manifeste que nous serions obligés de passer la nuit dans cette cité. Je ne crois pas qu'aucun de nous eût envie d'aller dormir dans l'un des bâtiments, mais un hurlement lointain nous fit changer d'avis. S'il y avait une meute de chiens sauvages à proximité, mieux valait ne pas rester dans les rues. Ils n'attaquaient généralement pas les gens, à moins d'être affamés, mais nous n'avions aucun moyen de connaître l'état de leur estomac. Nous avons choisi un édifice paraissant solide, et nous sommes montés au 1er étage, testant par précaution chaque marche, pour voir si elle risquait de s'effondrer. Rien ne s'est produit, sinon que la poussière qui en est sortie nous a fait suffoquer. Nous avons trouvé une pièce avec des vitres encore aux fenêtres. Les rideaux et la tapisserie du mobilier étaient fanés et troués par les mites, mais c'était encore confortable. J'ai trouvé un grand récipient en terre avec un gros couvercle et orné de roses peintes. L'intérieur était plein de pétales de roses séchées,
leur parfum témoignant des étés passés très lointains. Il y avait un piano plus grand que ceux que j'avais vus, et de formes différentes. Un cadre avec une photo de femme en noir et blanc était posé dessus. Je me suis demandé si c'était elle qui avait vécu là. Elle était très belle, malgré sa coiffure différente de celle des femmes d'aujourd'hui, avec des yeux grands et sombres et un doux sourire. Pendant la nuit, je me suis réveillé, et dans l'air flottait encore le parfum de rose. Le clair de lune illuminait le dessus du piano. J'ai presque cru la voir avec ses doigts blancs et fins se déplaçant sur les touches et entendre une musique fantomatique. C'était stupide, évidemment, et quand je me suis rendormi, je n'ai pas rêvé d'elle mais du village, du repère avec Jack, au temps où je n'avais pas appris à m'inquiéter des résilles et des tripodes, et où je n'avais pas encore songé à voyager plus loin que de Werton à Winchester, et cela pas plus d'une fois par an. Le clair de lune était trompeur. Le matin, non seulement les nuages étaient revenus, se poursuivant dans une course inlassable de gris monotone, mais un triste déluge de pluie reliait la terre au ciel. Même si nous étions pressés de sortir de la cité, nous n'avions pas envie d'affronter ces conditions. Comme nourriture, il ne restait qu'un morceau de fromage, une part de bœuf séché et quelques biscuits du bateau. Nous avons partagé le fromage. Nous avions encore assez pour un modeste repas. Après cela, il nous faudrait rester sur notre faim. Henry a trouvé un jeu d'échecs, et il a fait 2 parties avec Beanpole, qui les a gagnés facilement. J'ai ensuite joué contre lui, mais je fus battu aussi. Finalement, j'ai joué contre Henry. J'espérais le battre, parce que je croyais avoir fait mieux que lui contre Beanpole, mais j'ai perdu en 20 coups environ. J'en avais assez de cela, du temps, et d'avoir encore faim, et j'ai refusé son offre d'une autre partie. Je suis allé à une fenêtre, et j'ai été content de remarquer que le ciel se dégageait, le gris devenant moins uniforme et se transformant par endroits en jaune lumineux. En un quart d'heure, la pluie avait cessé, et nous avons pu repartir. Les avenues que nous avons prises étaient tristes, remplies de flaques d'eau ou de boue, là où les racines des arbres les avaient crevassées, l'humidité générale augmentant continuellement sous les branches dégoulinantes. C'était comme si on marchait sous une pluie au ralenti, mais tout aussi humide. Nous fûmes vite trempés totalement. Plus tard, la lumière transperça les nuages qui s'éloignèrent bientôt, et les oiseaux semblèrent se réveiller une seconde fois. Ils remplirent l'air de leurs pépiments et de leurs chants. Des gouttes tombaient encore, mais plus rarement, et aux endroits nus où les arbres ne s'étaient pas enracinés, le soleil nous caressait de sa chaleur. Beanpole et Henry parlèrent davantage et plus gaiement. Ma propre humeur ne s'améliora pas aussi franchement. J'étais fatigué et un peu frissonnant, et mon esprit me semblait confus et éteint. J'espérais ne pas avoir attrapé un rhume. Nous avons mangé le reste de nourriture à un endroit où les bois s'épaississaient devant nous, sans aucun bâtiment, sans doute à cause des dalles de pierre, certaines dressées, mais la plupart plutôt inclinées ou tombées, qui s'étalaient jusque dans l'obscurité du sous-bois. Les mots gravés sur la plus proche étaient « C.J. Marianne-Louise Vaudricourt, 13 ans, décédée le 15 février 1966. » Note, en français dans le texte. Les 2 premiers mots, expliqua Beanpole, voulaient dire « ici repose ». 13 ans, c'était l'âge, et décédée, c'était morte. Elle était morte à mon âge et avait été enterrée ici à une époque où la cité était encore pétillante de vie. Un jour, à la fin de l'hiver, tant de gens. Enchevêtrés avec les pierres tombales, le bois s'étalait très loin sur une étendue qui aurait pu contenir plusieurs fois mon village. Il était tard dans l'après-midi quand nous sommes enfin arrivés à l'extrémité sud de la cité. La transformation fut soudaine. Nous avons fait environ 100 mètres dans une zone où les arbres étaient denses, les bâtiments rares et complètement en ruine. Puis nous avons émergé dans un champ de blé, agitant ses tiges vertes dans la lumière oblique. Ce fut un soulagement d'être à nouveau au grand air et sur des terres cultivées. À cela s'ajouta la conscience qu'il fallait reprendre des habitudes de prudence. Il y avait un cheval qui labourait un champ un peu plus loin, et 2 tripodes occupaient l'horizon. Les nuages revinrent alors que nous poursuivions vers le sud.
Nous avons trouvé un champ de pommes de terre nouvelles, mais nous n'avons pas pu récupérer du bois assez sec pour faire du feu afin de les faire cuire. Henry et Beanpole les ont mangés crus, mais pas moi. J'avais peu d'appétit de toute façon, et mal à la tête. La nuit, nous avons dormi dans une ruine bien à l'écart des autres maisons. Le toit était défoncé à un bout, mais tenait encore à l'autre. Il ondulait et était fait d'un matériau gris qui ressemblait à de la pierre en beaucoup plus léger. Cette nuit-là, mon sommeil fut lourd et agité par des cauchemars qui me réveillaient, et le matin, je me suis senti plus fatigué que la veille. Je suppose que je devais avoir un drôle d'air parce que Henry m'a demandé si j'étais malade. J'ai répondu sèchement, et il a haussé les épaules en se détournant. Beanpole n'a rien dit, parce qu'il n'a rien dû remarquer. Il était beaucoup moins passionné par les gens que par les idées. Ce fut une journée épuisante pour moi. Je me sentais de plus en plus mal. J'étais pourtant décidé à ne rien laisser paraître. Au début, je ne voulais pas de leur compassion, parce que j'étais vexé qu'ils semblent mieux s'entendre ensemble qu'avec moi. J'avais repoussé Henry, et mon ressentiment vint de ce que ni l'un ni l'autre n'avait insisté. Je crains d'avoir éprouvé quelque satisfaction à être malade et à continuer comme si de rien n'était. C'était bien infantile. En tout cas, mon manque d'appétit ne fit pas beaucoup impression, parce que nous n'avions plus de vivres. Ça ne me préoccupait pas vraiment. Mais Henry et Beanpole ne trouvèrent rien. Nous avions atteint la grande rivière coulant vers le sud-est que, d'après la carte, nous devions suivre, et Henry passa une demi-heure à essayer sans succès de déloger une truite de son trou. Pendant qu'il était occupé à cela, je suis resté allongé, hébété, à regarder le ciel nuageux, content de me reposer. Vers le soir, après des champs interminables de blé et d'orge en herbe, nous aperçûmes un verger. Il y avait des rangées de cerisiers, de pruniers et de pommiers. Les pommes seraient petites et vertes, mais même de loin, nous voyions des prunes dorées et violettes et des cerises noires ou rouges et blancs contre le vert des feuilles. L'ennui, c'était que la ferme était juste à côté du verger et que toute personne se faufilant entre les longues rangées d'arbres serait vue aussitôt. Plus tard, bien sûr, à la tombée de la nuit, ce serait différent. Henry et Beanpole n'étaient pas d'accord sur la marche à suivre. Henry voulait rester là où on avait la certitude de trouver quelque chose à manger et attendre l'occasion de se le procurer. Beanpole voulait continuer, espérant trouver autre chose, au mieux, pendant les 2 heures de jour qui restaient. Cette fois, je ne pris aucun plaisir à leur différend. J'étais trop abruti et malade pour m'y attarder. Je me suis rallié à l'avis de Henry, mais seulement parce que j'étais incapable de poursuivre. Beanpole céda, de bonne grâce comme toujours, et nous avons laissé le temps passer. Quand ils ont essayé de me réveiller pour aller avec eux, je n'y ai pas prêté attention, complètement anéanti et léthargique. Finalement, ils m'ont laissé et sont partis seuls. Je n'avais aucune idée du temps écoulé quand ils sont revenus, mais je me suis rendu compte qu'ils essayaient encore de me réveiller en m'offrant des fruits et aussi du fromage que Beanpole avait réussi à voler dans la laiterie qui jouxtait la ferme. Je ne pouvais rien manger. Leurs tentatives furent infructueuses, et pour la première fois, ils ont estimé que j'étais malade et pas simplement boudeur. Ils ont chuchoté, puis m'ont à demi soulevé, à demi traîné, en me portant entre eux deux. J'ai appris plus tard qu'il y avait, au bout du verger, un vieux hangar paraissant inutilisé. Ils ont pensé que c'était mieux de m'y emmener. La pluie menaçait encore, et il a effectivement plu pendant la nuit. Je ne me suis rendu compte de rien, sauf que je trébuchais, qu'on me tirait, et qu'on me laissait finalement m'effondrer sur le sol de terre battue. Il y eut ensuite un sommeil agité et fiévreux, d'autres rêves d'où j'émergeais en criant. La chose suivante dont j'ai eu conscience avec précision fut qu'un chien grognait à proximité. Peu de temps après, la porte du hangar s'est ouverte, un rayon de lumière chaude est tombé sur mon visage, et j'ai vu la silhouette sombre d'un homme portant des guêtres. À cela s'ajouta le désordre des voix fortes criant dans une langue étrangère. J'ai essayé de me mettre debout, mais je suis retombé par terre. Par la suite, je me suis retrouvé allongé entre des draps frais, dans un lit douillet, et une fille aux yeux noirs et à l'air grave penchait sur moi sa tête enturbanée de bleu. J'ai regardé autour de moi, étonné, un haut plafond blanc, décoré d'arabesques,
des murs au lambris foncé, des tentures épaisses de velours rouge autour du lit. Je n'avais jamais vu un tel luxe. C'était Les Montagnes Blanches, tome 1 de la trilogie des tripodes, de John Christopher. Chapitre 5. La cité des anciens. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.